donc Monsieur François Germinet, qui est directeur du pôle connaissance du SGPI, Monsieur Guillaume Bordry, qui est conseiller enseignement supérieur et recherche au secrétariat général pour l'investissement, Madame Isabelle Pratt, qui est conseillère enseignement supérieur et recherche, conseillère sciences humaines et sociales au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame Johanna Etner, qui est chef du secteur sciences de l'homme et de la société au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Côté ANR, nous avons Monsieur Philippe Tchamichian, qui est responsable d'action pour cet ami à l'ANR, Federica De Marco, qui est responsable du pôle sélection, et Marion Pat, qui est chargée de projets scientifiques à l'ANR. Je vous déroule rapidement l'ordre du jour. Donc, nous aurons une présentation de France 2030 et du cadre général de l'action par François Germinet dans un premier temps. Isabelle Pratt nous présentera ensuite l'AMI et ses objectifs, ses attendus. Enfin, Philippe Tchamichian nous parlera des aspects opérationnels et du processus de dépôt et de sélection de cette AMI pour l'aspect ANR. Et enfin, nous aurons un temps de réponse à toutes vos questions en fin d'échange. Voilà, je vais laisser la parole à François Germinet sans plus attendre et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Ouais, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous croiser. Alors, on est plutôt heureux de sortir avec le ministère cet appel à projet SHS. On pourrait se dire, puisqu'on est juste entre nous, enfin. Ça fait pas mal de temps que la communauté l'attendait. Donc voilà, ça y est, c'est enfin sorti. On va vous présenter un peu ça, et puis vous avez déjà certainement lu l'AMI et puis le calendrier de l'AMI. Il ne me paraît pas complètement inutile de vous rappeler que dans France 2030, qui est un grand plan à 54 milliards, il y a en gros deux types d'actions ou deux volets, le volet structurel et puis le volet dirigé. Le volet structurel, c'est plutôt ce qu'on a connu depuis des années avec les PIA. Vous voyez, on lance des LABEX, on lance un objet et puis après, il n'y a pas de thématique particulière, il y a simplement la volonté de renforcer l'écosystème de recherche en France. Pareil sur les IDEX, mais vous avez aussi connu ça avec les NCU pour renforcer la formation ou bien encore Excellence et ASDESR assez récemment. Tout ça, ça fait partie du volet structurel, c'est-à-dire ce sont des appels qu'on lance pour renforcer les établissements, faire en sorte qu'ils soient plus forts, qu'ils définissent encore mieux leur stratégie, et avec l'idée que, bien sûr, ça puisse servir par ricochet les intérêts de l'État, du pays. Et est arrivé avec le PIA 4 qui est rapidement devenu France 2030, donc il n'y a plus de PIA 4, il n'y a que France 2030, est arrivé un volet dirigé qui est principalement représenté par 10 objectifs. Il y a aussi quelques leviers, mais ce qui est le principal, ce sont les 10 objectifs qui reprennent les coordinations, les stratégies nationales d'accélération. Et donc, ces 10 objectifs sont bien sûr des enjeux assez concrets que l'État met sur la table pour pouvoir avancer sur les questions de souveraineté énergétique, les questions de souveraineté numérique, les questions de souveraineté de la santé et plus globalement la question de la transition de notre société, la transition dans laquelle on vit. Et donc, ce diriger-là donne par exemple lieu au PEPR que vous connaissez, ou encore à des actions de type prématuration-maturation, où là, dans des champs déterminés, où l'État dit, il y a un tel endroit, je voudrais que la communauté puisse s'investir et me proposer des actions sur le nucléaire, l'hydrogène, la voiture, la décarbonation, le recyclage, la culture, etc. Et donc, sur cet appel, on est un peu entre les deux, mais on est plutôt sur le volet dirigé, c'est-à-dire que vous reprenez l'appel, enfin pas l'appel,
le discours du président de la République du 7 décembre 2023, qui a lancé en quelque sorte cet appel. Ça nous a donné l'impulsion avec le MSR pour finir de lancer cet appel. Il y a la question d'un certain nombre de grands enjeux pour accompagner la transition et la question de voir comment les SHS viennent en appui de ces grands enjeux-là. D'où les thématiques scientifiques prioritaires. Prioritaire, ça veut dire que c'est important, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Isabelle y reviendra. Les thématiques scientifiques prioritaires qui sont affichées. Voilà, donc ça, c'est la chose qui est importante à garder en tête. Il y a des thématiques et l'État attend que l'écosystème, globalement, se mobilise autour de ces thématiques et éventuellement d'autres qui émergeraient et qui ne sont pas listées ici. En plus, évidemment, et vous l'aurez vu dans l'appel, on attend à ce que ça puisse contribuer au développement en tant que tel des SHS et dans les établissements et que ça puisse contribuer à la structuration des établissements avec la notion d'émergence de signatures comme c'est écrit dans l'appel. Donc voilà, en tout cas pour nous, côté France 2030, l'état d'esprit dans lequel on a co-rédigé cet appel à manifestation d'intérêt. Et donc maintenant, le plus utile, c'est que Isabelle rentre dans le vif du sujet de l'appel. Merci beaucoup François, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors je vais, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, peut-être également 2-3 éléments de contexte en complément et pour rebondir sur ce qu'a déjà dit François Germinet. Effectivement, nous nous réjouissons en fait que cet appel à manifestation d'intérêt puisse sortir et l'impulsion initiale et j'allais dire finale a été donnée par le discours du 7 décembre dernier du président de la République qui partait d'un constat qui était celui selon lequel en fait les sciences humaines et sociales étaient vraiment indispensables pour construire une forme d'humanisme éclairé pour répondre en fait à des grands défis qui peuvent être des défis sociétaux, géopolitiques, climatiques, culturels ou des défis de santé en fait. Il y avait une liste de thématiques prioritaires, mais au-delà de ces listes, c'est vraiment se mettre en capacité, tel que ça se fait également dans d'autres pays à l'international, de placer pleinement, en fait, non pas qu'elle ne le soit pas, mais au niveau de l'État, en fait, d'avoir comme interlocuteur principal sur ces questions sociétales, en fait, l'écosystème et la recherche, en fait, des SHS qui viendraient abonder, qui viendraient nourrir, en fait, non pas simplement l'État, mais en fait la nation en général, justement, avec des analyses, que ce soit des analyses sur ce qui s'est passé, des analyses sur l'actualité, des analyses en prospective, en fait, sur tous ces grands défis sociétaux. Donc c'est vraiment là, en fait, l'objectif principal, c'est se dire sur tout un tas de thématiques qui sont des thématiques jugées d'intérêt majeur ou des thématiques prioritaires pour l'État, comment peut-on vraiment y répondre? Et le deuxième constat, c'est les sciences humaines et sociales sont absolument essentielles. Et il faut placer non pas les sciences humaines et sociales en appui d'autres sciences dites plus dures, mais vraiment au cœur en fait de certains types de réponses. Donc l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt est vraiment, mais François l'a dit, de faire émerger en fait des programmes ou des projets autour des thématiques qui sont identifiées comme étant d'intérêt majeur pour l'État. Vous avez pu le voir, il y a 9 thématiques qui sont identifiées et listées. Elles ne sont pas par ordre d'importance dans le cahier des charges, elles sont listées un petit peu voilà, comme ça. Je vous les redis, l'évolution des démocraties, les religions, les civilisations et les troubles géopolitiques, les conséquences du changement climatique, la question du travail, les âges de la vie, l'impact social et sociétal de la pratique sportive, les évolutions des habitats et des modes de vie et la préservation du patrimoine culturel. Voilà, ça, ce sont les 9 thématiques qui ont été identifiées principalement. D'ailleurs, vous les retrouvez presque toutes en fait dans le discours directement du président de la République. Et donc, l'objectif, c'est que les projets en fait, qui seront soumis se positionnent sur l'une de ces thématiques pour voir avec les forces de recherche et les partenaires qui formeront le consortium comment en fait
continuer à développer, à augmenter en fait la recherche déjà présente sur la thématique et comment en fait lui donner une envergure beaucoup plus forte et une visibilité, une capacité de transfert aussi beaucoup plus forte vers les sphères, toutes les sphères, soit les sphères décisionnelles, mais aussi la société et à l'international. Donc l'objectif, je dirais, il y a 2 objectifs. Faire émerger ces grands programmes thématiques avec des établissements qui se positionnent sur un de ces grands programmes thématiques. Et le deuxième objectif, c'est vraiment d'arriver à travers ces programmes à structurer des partenariats clairs et aussi à garantir véritablement la diffusion et le transfert de la recherche vers tout un tas. Vous avez vu, il y a un volet dissémination, valorisation, transfert qui est très important puisque c'est vraiment ça qui est aussi structurant pour les sciences humaines et sociales. Elles doivent être à même en fait de répondre justement et donc de transférer les résultats de leur recherche pour ensuite, et c'est j'allais dire le troisième volet, être à même de vraiment se positionner à l'international et de structurer des réseaux sur les thématiques données. Donc concrètement, chaque programme ou chaque projet en fait sera porté par un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui est un établissement qui sera l'établissement porteur. Cet établissement porteur devra constituer, vous l'avez vu, un consortium et libre à l'établissement porteur d'estimer, d'évaluer en fait la nature de ce consortium et le nombre de membres de ce consortium. Un bémol, enfin, j'allais dire une précision toutefois, l'objectif n'est pas d'aligner absolument à toutes les forces en présence autour du projet ou absolument tous les acteurs. L'objectif est sur la thématique qui aura été retenue de vraiment cibler, que le porteur cible les principaux partenaires qui sont complètement légitimes et qui lui permettront en fait de mener des actions croisées en fait, que ce soit des actions en direction de l'international, de national, des appels, etc. C'est-à-dire qu'il y a une structuration à partir de cette thématique, de cet établissement porteur, mais aussi en lien avec son consortium. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, le consortium est très important. Je disais, il est laissé au libre arbitre en fait de l'établissement porteur, mais doivent participer à ce consortium des ONR, toutes les ONR que vous connaissez, qui sont déjà présentes et qui sont vos interlocuteurs, j'allais dire naturels. Vous pouvez également associer d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Vous pouvez également associer des entreprises, des fondations, des associations. Bref, en fait, tout un écosystème qui peut être un écosystème scientifique autour de la thématique qui vous permettrait en fait j'allais dire, de le faire rayonner, de vous aider en fait à porter cette thématique. Bien, une autre petite précision peut-être, vous l'avez vu, les thématiques prioritaires, et François Germinet en a parlé, sont listées, elles sont au nombre de 9. Elles ont vraiment été identifiées comme étant des grands enjeux pour l'État et pour la nation. On ouvre la possibilité à certains projets éventuellement de proposer une nouvelle thématique, mais c'est assez dérogatoire dans la mesure où en fait l'établissement porteur devra vraiment apporter la preuve, de l'intérêt de cette thématique au niveau de l'État et de la nation, ça c'est la première chose, et 2, de sa légitimité, évidemment, mais ça vaut pour tous les autres, de sa légitimité ensuite à porter cette thématique avec son consortium. Donc, possibilité d'ouvrir sur une autre thématique, mais avec évidemment, j'allais dire, la preuve de concept et l'apport de l'intérêt qu'aurait cette thématique pour l'État, de ce qu'elle pourrait apporter à l'État. Troisième élément, donc cette thématique, je l'ai dit, s'appuiera sur un consortium que j'ai brossé à gros traits. On répondra ensuite, je vois il y a d'autres questions qui viennent sur le consortium, on prendra les questions si vous le voulez bien après dans les questions-réponses. Cette thématique en fait et ce consortium permettront 2 choses. On a un établissement porteur et cet établissement porteur en fait devra utiliser cette thématique, François Germinet l'a mentionné, comme une signature
mais ce n'est pas une signature exclusive de son établissement. Ça deviendra, à côté d'autres signatures d'établissement, que l'établissement soit pluridisciplinaire ou qu'il soit majoritairement en sciences humaines et sociales, ce sera une signature de son établissement. En revanche, ça deviendra une signature forte de l'établissement, mais pas l'unique signature de l'établissement. L'objectif n'est pas que cette signature en sciences humaines et sociales écrase toutes les autres spécificités de l'établissement. Néanmoins, ça devra permettre au niveau de son écosystème, voire au niveau international, vraiment de placer l'établissement comme étant un acteur fort des réponses à apporter en sciences humaines et sociales sur la thématique qu'il aura choisie, pour laquelle il aura été lauréat. C'est la raison pour laquelle cette thématique doit également aider l'établissement porteur à identifier en son sein éventuellement des leviers internes qui lui permettraient d'être plus performant et justement vis-à-vis de son consortium aussi d'être mieux structuré. Un certain nombre de vos établissements ont déjà été lauréats, François Germinet en parlait, d'appels à projets antérieurs, que ce soit des IDEX, des ISIT, des Excellences, des AES, des ESR, qui sont plutôt sur le volet structurel et qui permettent véritablement justement une structuration à la fois de l'écosystème et de l'établissement. Là, nous sommes sur un entre-deux, effectivement, avec une ambition forte au niveau scientifique sur la thématique et aussi offrir la possibilité aux porteurs de mieux s'organiser en interne et de se rendre plus fort. Alors, ça peut aller depuis les listes qui sont non exhaustives dans l'appel à projet, vous l'aurez vu, ça peut être la création de cellules internationales pour répondre à des appels à projets, ça peut être la création de cellules interdisciplinaires dans le cas d'universités pluridisciplinaires pour travailler justement entre sciences sociales, mais aussi avec d'autres disciplines. Ça peut être des cellules de réflexion sur les questions RH, en fait, ou d'aide aux doctorants pour monter des séminaires ou aux postdocs, etc., sur cette discipline. Et de toute façon, en fait, vous le voyez, ces leviers sont des leviers qui restent dans l'établissement et indépendamment de la thématique, vont profiter en fait à toutes les autres disciplines, que ce soit en SHS principalement, mais également en fait à la structuration interne, là j'entends, de l'établissement porteur. Ce n'est pas le volet principal, mais c'est néanmoins des leviers qui vous sont demandés d'identifier pour vous aider. Alors ça peut être aussi, par exemple, la création d'une plateforme cartographique pour faire de la veille sur et collecter des données sur la thématique donnée. Ça peut être un exemple assez facile. Ça peut être de la formation continue pour le transfert, une cellule de formation continue dédiée au transfert spécifique justement des résultats de la recherche sur les sciences humaines et sociales. Voilà, tout ça, ça peut être des leviers internes qui seront évidemment basés au sein de l'établissement porteur et qui permettront en fait au cours des prochaines années de faire monter les différentes actions et d'assurer que ces actions sont bien prises en compte, bien prises en charge par l'établissement porteur avec les membres du consortium. Et enfin, je dirais le troisième, enfin non, il y a encore deux autres volets. Le volet important, on en a déjà beaucoup parlé, c'est le volet de valorisation, dissémination, transfert. À l'heure actuelle, les sciences humaines et sociales, et on le voit, sont très fréquemment sollicitées, mais plutôt, nous sommes sollicités, les enseignants-chercheurs sont sollicités souvent à titre individuel, moins, en fait, les établissements d'enseignement supérieur, alors qu'il y a une force de recherche qui est extraordinaire. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à montrer, à faire voir, en fait, et à faire en sorte que les résultats de la recherche en sciences humaines et sociales soient mieux connus, participent pleinement à la construction du débat et participent aussi à la façon dont l'État peut aider à lutter contre certaines mauvaises informations. On s'appuie véritablement, et c'est l'objectif, de s'appuyer sur les résultats d'une recherche solide, structurée, faite entre les établissements, les ONR, avec les laboratoires et les chercheurs, pour avoir des résultats qui sont transférables en fait dans la sphère décisionnelle, auprès des citoyens, voire auprès des entreprises, justement pour aider à mieux comprendre telle ou telle thématique qui sont les thématiques prioritaires. Donc ce volet-là est très important. Ce n'est pas simplement de la dissémination ou de la communication, il y a véritablement un effet de transfert en fait à anticiper avec
toute une série en fait, d'actions qui sont évidemment envisageables et que la plupart du temps, vous faites déjà. Mais l'objectif, c'est vraiment, dans l'appel à projet, de démontrer comment vous allez, soit parce que vous le faites déjà, soit parce que vous allez le mettre en place, être à même de donner complètement, avoir les résultats de votre recherche. Donc ce volet-là est très important. Et enfin, au niveau scientifique, nous avons mis en place l'objectif, en fait, véritablement d'avoir un rayonnement international. Pour certaines thématiques, d'ailleurs, j'imagine que grand nombre d'établissements ont déjà, en fait, des partenaires privilégiés à l'international. Et je dirais Europe et international, puisque ce n'est pas simplement européen, ça peut aussi être international sur certaines thématiques. L'objectif étant vraiment de montrer que vous avez déjà ou que vous allez avoir en fait une capacité à échanger avec vos homologues sur une thématique donnée à l'international, qu'il va y avoir des réseaux de chercheurs, de la mobilité entrante et sortante de chercheurs qui peuvent se faire, des projets ensuite qui peuvent émerger en commun, qui peuvent être des projets d'envergure moyenne ou des gros projets portés par des chercheurs pour éventuellement avoir des ERC. Que bref, en fait, autour de cette thématique, il y a une véritable dynamique scientifique et une ambition scientifique forte au niveau international qui est à même de se créer. Voilà un petit peu pour les grands volets. L'idée étant véritablement, donc tout découle, vous l'aurez compris, du choix initial de la thématique. Sur cette thématique, vous devez en apporter la preuve, apporter la preuve de votre légitimité sur cette thématique. En règle générale, vous le savez, ce sont vos laboratoires, vos chercheurs, vos partenaires privilégiés, votre capacité déjà à avoir des liens ou des attaches avec tel ou tel ONR sur le sujet, également des partenariats internationaux qui existeraient déjà sur la thématique, c'est-à-dire qu'autour de la thématique, la création du consortium permettra également de montrer en fait l'implication des uns et des autres et la possibilité justement de l'établissement porteur de porter en fait véritablement cette thématique. Et ensuite, en interne, c'est la structuration et vers l'extérieur, deux actions principales, l'action de transfert et à terme, l'action d'ambition scientifique internationale qui devrait permettre véritablement de permettre un rayonnement sur la thématique donnée. Voilà à très gros traits sur les grands objectifs visés par l'État. Peut-être maintenant céder la parole à Philippe Tchamichian sur le processus à la fois de présélection et de sélection et sur ce que mis en place l'ANR. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence très nombreuse qui témoigne d'un intérêt marqué pour cette AMI. Bon, je vais essayer d'être rapide, il faut laisser le maximum de place aux questions. Quand même un petit rappel, l'ANR ne joue pas le même rôle dans cette affaire que le ministère et le SGPI. L'ANR, c'est l'opérateur de l'État. C'est l'établissement qui organise toute la procédure, qui, une fois les projets lauréats choisis, organisera le suivi de ces projets, mais l'ANR ne décide pas. Elle est en quelque sorte la porte d'entrée pour vous, pour toute question relative à cette AMI. Je vous invite vraiment à utiliser l'adresse qui figure sur le texte de l'AMI pour envoyer toutes vos questions. Et si elles ne relèvent pas de notre compétence, nous la relayons au SGPI et au ministère, à l'État. Un point important, je suis désolé d'entrer dans ces détails, mais un point important, c'est que dans le premier texte de l'AMI qui a été publié et que peut-être certains ont gardé par devers eux, il y a une erreur dans l'adresse électronique qui était à l'époque shs, etc. Donc, si vous avez cette adresse-là, soyez conscients, ce n'est pas la bonne. La bonne a été modifiée. C'est shs-france2030, etc. Voilà. Alors, comment ça se passe, le processus de sélection? Bon, vous avez bien, ça ne vous a pas échappé qu'il est en deux phases. Vous avez une lettre d'intention à déposer le 30 mai. Il y a ensuite une phase de présélection qui est organisée avec une présélection qui sera opérée par une commission ad hoc constituée de représentants de l'État
et de la présidence du jury qui rendra ses conclusions au mois de juillet. Le dossier complet pour les projets présélectionnés sera à déposer le 1er octobre. Il y aura une évaluation par un jury international de tous ces projets-là, avec audition pour tout le monde. Les résultats sont attendus en décembre. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que même s'il y a 2 étapes d'évaluation, c'est un seul process. La lettre d'intention n'est qu'une seule étape. Donc la trame de la lettre d'intention est publiée, mais nous avons dans cette trame indiqué quels sont les indicateurs de performance qui sont attendus dans les dossiers complets. Ceci pour vous permettre d'y travailler dès à présent. J'attire votre attention sur 2 points. Il y a 2 indicateurs qui ne sont pas définis a priori, mais qui reposent sur des propositions que vous devez faire. Donc, lisez bien, je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais voilà, c'est un sujet important pour nous. Nous avons choisi cette façon de faire pour essayer de coller au mieux aux pratiques disciplinaires qui sont les vôtres et qui seront celles des disciplines concernées par la proposition que vous ferez et qui pourront être extrêmement variées d'un projet à l'autre. Deuxième point important, les indicateurs ne sont pas attendus pour la lettre d'intention, mais en revanche, si vous avez des données chiffrées déjà disponibles, eh bien, il vous est recommandé de les communiquer dès la lettre d'intention. Mais en tout état de cause, c'est dans le dossier complet que les indicateurs sont attendus. Vont être publiés dans les jours qui viennent le règlement financier et puis la foire aux questions, laquelle foire sera d'ailleurs régulièrement actualisée si jamais il y a des nouvelles questions auxquelles nous n'aurions pas pensé qui sortiraient, si je puis dire. La trame du dossier complet sortira un petit peu après. Notre objectif est que fin avril, vous ayez à votre disposition l'ensemble du dossier de façon à ce que vous puissiez concevoir dans son unité, si je puis dire, la construction du projet. Voilà, je m'arrête là. Il y a quand même une question à laquelle je réponds tout de suite. Oui, l'audition sera en anglais. Voilà. Eh bien, écoutez, Gabriel, si tu peux reprendre la main pour les questions. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous pour vos présentations. On a déjà quelques petites questions qui sont arrivées, donc je vous les lis et puis n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui sont concernés. La première question s'adresse à Madame Pratt. Madame Pratt indique que le projet doit être porté par un établissement. Peut-il être porté par une alliance? Concrètement, pour Sorbonne Université, l'alliance ASU peut-elle être porteuse? Alors, pour répondre, je pense qu'on aura besoin d'un petit complément sur la structure juridique de l'ASU. Si vous pouvez nous répondre, nous donner des explications sur quelques précisions là-dessus, on y reviendra du coup juste après. Je vous laisse le temps de répondre et je passe à la suivante. C'est une question de M. Chatry de l'Université de Perpignan via Domitia. Des partenaires internationaux peuvent-ils prendre part au consortium? Exemple d'un groupement professionnel québécois. Alors, je vais peut-être répondre je me permets de répondre et puis Philippe complétera. Sur les partenaires internationaux, oui, peuvent prendre part au consortium. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par groupement professionnel québécois. Ça, c'est... Voilà, quand on pensait aux partenaires internationaux, ce qui était ciblé, c'était davantage des universités, des centres universitaires, éventuellement des think tanks adossés à des universités. Donc, le groupement professionnel québécois peut-être, hein, mais ce sera évidemment à voir et à juger. On reviendra vers vous là-dessus. Et sur la deuxième question, un think tank peut-il faire partie du consortium? Oui, un think tank peut faire partie du consortium. Je complète en fonction de ce qu'on a l'habitude de voir passer dans les appels. Un partenaire non financé, c'est toujours possible. Par contre, on a prévu, me semble-t-il, que seuls les établissements français soient en mesure d'être financés par l'opération.
Donc, vous pouvez mettre votre alliance européenne, des partenaires internationaux, etc. Ils peuvent contribuer à vos actions, ils viennent en plus, mais ils ne sont pas bénéficiaires de la subvention. Oui, et je complète à mon tour. Euh, le consortium, il y a une fausse idée qu'il faut absolument que vous n'ayez pas, qui est de mettre tous vos partenaires dans le consortium. Dans ces projets-là, il y a deux niveaux de partenariat. Il y a les partenaires qui sont dans le consortium et il y a ceux qui sont partenaires du projet dans un sens moins structuré, disons, on peut le dire comme ça peut-être, mais qui n'en existe pas moins. Donc attention à ne pas nécessairement mettre tous les partenaires au sens large du mot de votre projet dans le consortium, parce que, par exemple, ça pourrait générer des difficultés dans la gouvernance ou des choses comme ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Madame Briffaut de l'INALCO. Non, on a déjà répondu, pardon. Une question de Sorbonne Université. La signature vaut-elle pour l'établissement porteur ou pour tous les établissements du consortium? Alors, je me permets de répondre et vous compléterez. La signature vaut pour l'établissement porteur. C'est une signature qu'assume l'établissement porteur et les partenaires du consortium en fait participent en fait à cette signature, mais l'établissement porteur est celui qui assume la signature. Faut-il obligatoirement associer un ONR au consortium? Oui. Ah, Isabelle, il y a ton micro qui est coupé. Pardon, oui. Oui, c'est bien dans le cahier des charges. Oui, c'est dans le cahier des charges. Question d'Élodie Charbonnier du Nîmes. Est-il possible de construire un projet sur plusieurs thématiques ou est-il indispensable de n'en choisir qu'une seule? Alors, il faut choisir une seule thématique, en fait. C'est une thématique sur laquelle vous avez vu, les thématiques sont relativement larges. C'est pour permettre justement de n'en choisir qu'une seule. À l'intérieur de cette thématique, vous pouvez la préciser sur un volet qui reste néanmoins au niveau, j'allais dire, de réponse au niveau national, hein, on entend. Il ne s'agit pas de la restreindre beaucoup trop. Vous pouvez éventuellement la préciser, puisqu'il y a des thématiques qui peuvent en fait être précisées soit sur des périodes, soit sur des segments donnés, soit sur des aires données, etc. Donc, vous pouvez éventuellement cibler un peu cette thématique. En revanche, on vous demandera de vous positionner clairement, comme c'est le cas en fait dans d'autres appels à projets, de cocher en fait sur quelle thématique vous voulez émarger. Après, naturellement, si vous vous positionnez sur patrimoine culturel et que vous avez un lien avec une thématique à côté, c'est la recherche qui va vous, j'allais dire, qui va vous conduire et qui vous emmènera à travailler avec la thématique d'à côté. Mais on ne prend pas en compte de thématiques croisées d'emblée. D'emblée, on demande à ce qu'il y ait une réponse claire à une thématique qui seront dans les 9, voire éventuellement une thématique que vous apporteriez en plus, mais là encore en la valorisant et en explicitant en quoi elle est utile pour l'État. Et peut-être rajouter que ça vaut pour le projet que vous déposeriez en tant que porteur, ce qui ne vous empêche pas sur une autre thématique de participer à un collectif voilà, qui vous intéresse. Et donc qu'une autre thématique indépendante puisse être traitée dans le cadre d'un projet, mais là, dont vous ne seriez pas porteur parce que on ne peut être porteur que d'un projet. Exactement. Vous pouvez être donc établissement porteur sur une thématique et en revanche partenaire d'un autre établissement porteur sur une autre thématique. Et du coup, la remarque qu'on vient de faire ne s'adresse que aux universités qui seraient porteuses. Les ONR, eux, ne sont pas porteurs, ils sont en quelque sorte co-porteurs, et eux, ils peuvent potentiellement travailler sur ou être partenaires de plusieurs projets.
Donc cette question de la restriction un projet, un thème vaut pour les universités. Personne demande si vous pourriez expliquer ce qui est exigé dans la lettre d'intention, c'est-à-dire le degré de précision du concept note ou du projet avec les work packages. C'est plutôt pour Philippe. Si vous voulez, mais enfin, la trame de la lettre d'intention a été publiée. Donc, il faut évidemment indiquer la thématique choisie, indiquer le consortium. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on puisse, dès le moment de la présélection, cerner avec qui vous voulez faire quoi et quelle est l'ambition que vous fixez à votre projet. C'est les choses principales. Après, la lettre d'intention, enfin pour ce qui est de son cœur textuel, si je puis dire, est limitée à 4 pages. Donc, il est exclu de rentrer dans les détails. Et c'est volontaire. D'une certaine manière, nous ne voulons pas que vous rentriez dans les détails. Nous voulons que vous expliquiez le positionnement de votre projet, son ambition, de manière finalement synthétique. Voilà. Je ne sais pas si ça vous va, Isabelle et François, cette façon de présenter les choses. On n'est absolument pas d'accord, mais on va dire que c'est OK. D'accord. Alors, une personne me demande de préciser la date de retour sur les lettres d'intention. Donc là, je vais vous répondre directement. Donc la lettre d'intention doit être remise le 30 mai 2024 à 11 h. Pour le dépôt des dossiers complets, il faudra les remettre le 1er octobre 2024 à 11 h. Voilà. Et tout ça. Ces informations sont évidemment sur le site de l'appel à manifestation d'intérêt. Vous pouvez les retrouver en ligne. J'ai une question de Xavier Prévost, chargé de mission interdisciplinarité de l'Université de Bordeaux. L'enseignant-chercheur porteur doit-il être un spécialiste reconnu de la thématique choisie ou doit-il plutôt être un membre de l'équipe dirigeante de l'université porteuse? Alors, ni l'un ni l'autre, parce que ce n'est pas un enseignant-chercheur qui porte, c'est l'établissement. Donc, c'est le président de l'établissement porteur qui s'engage. C'est une stratégie d'établissement. C'est une stratégie complète d'établissement et c'est pour ça que ce sont les présidents qui porteront en fait le projet. Les structures fédératives de recherche ainsi que le PIA peuvent-ils participer au call? Je ne sais pas si la question est très claire pour vous. Sinon, si ça ne l'est pas, la personne peut peut-être préciser. Participer, oui. Porter, non. Et PIA, je ne sais pas ce que c'est, PIA. Enfin, pour moi, PIA, c'est plan d'investissement d'avenir, donc ce n'est pas, un machin qui peut être partenaire. Voilà, n'hésitez pas à compléter votre question, monsieur, si c'est possible. Je passe à la suivante. Donc, Mais les fédérations peuvent, on est d'accord, Isabelle, hein, les fédérations très volontiers, mais elles ne peuvent pas porter. Non, elles ne peuvent pas porter, elles peuvent être en tant que partenaires. Ou les fondations, ou les trucs comme ça. Hein. Ouais. De même que les fondations, effectivement. Une fondation n'a pas forcément de volet formation et recherche. En fait. On va préciser que on n'a pas forcément la réponse à 100% de vos questions et que l'objet de ce webinaire, c'est aussi de voir ce qui remonte, ce à quoi on sait répondre, eh ben, on répond. Et si jamais des questions arrivent dans des trous qu'on n'aurait pas vus, eh ben, on vous en remerciera et puis on va travailler et on apportera les réponses dans la FAQ. Il y a une FAQ qui se monte, c'est ça, Philippe? Oui, oui, absolument, absolument. Voilà. La première version de la FAQ va être publiée rapidement maintenant. Question de Madame Barthès, Gély, UT Capitole. Au niveau national, pourra-t-il y avoir plusieurs lauréats travaillant ou engagés sur une même thématique ou y aura-t-il uniquement un consortium lauréat pour chacune des 9 thématiques listées? Alors, il pourrait y avoir effectivement plusieurs lauréats sur une même thématique.
L'objectif, en tout cas, puisque vous l'aurez compris, c'est de répondre en fait à des grands enjeux de la nation. En revanche, ce ne sera pas d'avoir 2 lauréats exactement sur la même thématique. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur d'une thématique, on voit émerger 2 projets qui sont parfaitement complémentaires. Ce sera 2 lauréats à l'intérieur d'une même thématique, mais ils ne seront pas exactement sur le même périmètre et exactement répondront aux mêmes choses. Mais pour répondre de façon, l'idée n'est pas d'avoir systématiquement un lauréat sur une thématique, mais de voir émerger les meilleurs projets sur les thématiques en complémentarité de façon à couvrir un spectre large des questions auxquelles l'État souhaite avoir des réponses. Oui, disons que, enfin tout à fait, hein, au bout du processus, donc qui s'arrêtera pas forcément en une vague, c'était mentionné dans l'appel, mais voilà, peut en avoir une deuxième. Au bout du processus, on espère qu'on aura bien au moins un projet pour chacune des thématiques qui sont listées. Après, donc, ça veut dire qu'on s'attend au bout du compte entre 9 et 12, 15 maxi projets, mais donc on peut en avoir quelques-uns, deux qui apportent des éclairages différents, qui travaillent différemment la même thématique, mais pas deux clones, c'est sûr. Comment les financements sont-ils répartis entre membres du consortium? C'est vous qui voyez. Mais il y aura des work packages en fait. Dans le dossier complet, je laisserai Philippe préciser. Le dossier complet, ce sera un dossier qu'on vous demandera de façon très classique en fait de structurer en work package, donc avec des actions et des partenaires. Et ces partenaires, mis à part, comme l'a précisé François, les partenaires internationaux, ces partenaires pourront émarger en fait. Vous pourrez faire des reversements justement à ces partenaires. Mais libre à vous de définir le nombre de work packages, les actions, les partenaires associés à chaque work package et les financements que vous accorderez aux partenaires qui sont dans vos work packages. Mais d'où la nécessité d'avoir un consortium bien structuré, pas nécessairement pléthorique, mais qui correspondent vraiment ensuite aux actions et aux actions que vous voulez mener, soit que vous menez déjà, soit que vous voulez renforcer et mener, en lien avec les financements évidemment que vous accorderez. Et en poursuivant, c'est un appel SHS, et donc on s'attend à ce que les financements aillent vers les SHS. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir comme partenaire des équipes de sciences dures qui vont voilà, qui sont pertinents pour votre projet, mais vous n'êtes pas censé financer une tripotée de doctorants pour eux. On entend suffisamment le reproche que dans les appels SHS, les SHS sont un prétexte pour que les sciences dures récupèrent de l'argent. Ici, ce n'est pas le cas. C'est bien d'abord les SHS et pour les SHS, et les autres peuvent être partenaires, mais il faut qu'ils puissent amener leurs moyens. Voilà. On n'entend pas que cet appel soit dévoyé pour refinancer les équipes de sciences dures. Et j'ajoute un petit complément plus opérationnel sur les financements. C'est l'établissement porteur qui sera destinataire de la subvention de l'État allouée au projet lauréat. Charge à lui de répartir les financements et d'en transférer une partie vers tel ou tel de ses partenaires membres du consortium. Voilà. Et ces montages-là seront demandés dans le dossier complet, ou s'ils ne sont pas finalisés au moment du dossier complet, eh bien on le fera un peu plus tard, lorsque on contractualisera entre l'ANR et l'établissement porteur chaque projet lauréat. Question toujours de Madame Briffaut de l'INALCO. En termes de structuration, est-il possible ou recommandé de suivre le système de work package et d'indiquer un partenaire leader par work package? À l'intérieur du dossier complet de structuration du projet, oui, en fait, oui. Voilà. Je ne sais pas si ce sera possible, recommandé après, comme le disait François Germinet, charge à vous de voir comment, mais comment vous voulez organiser vos work package. Mais effectivement, un système classique de work package avec un partenaire leader par work package et donc des reversements pour ce partenaire leader,
c'est le plus facile et c'est ce qui sera le plus clair en termes d'action en fait, que vous souhaitez mener. En termes d'utilisation du budget, celui-ci est-il alloué à un seul établissement porteur ou une ventilation est-elle envisageable avec les partenaires du consortium? Je crois que Philippe a répondu. Il est alloué à l'établissement porteur et ensuite reventilé selon le projet à un, voire des partenaires, ONR, autres établissements, voire éventuellement fondations, associations, etc. Libre à vous, dans le cadre de l'éligibilité qui sera précisée dans le règlement financier, ensuite de le reventiler en fonction des actions de votre projet de la façon la plus pertinente possible pour vous, en fait, selon votre point de vue. Voilà, ça relève vraiment de vos choix, ça fait partie intégrante de la construction du projet. J'en profite parce qu'une question est passée là pour y répondre. Les lettres d'engagement sont demandées dans le dossier complet, pas dans la lettre d'intention. J'ai Isabelle Delplat, VP Recherche Lyon, nous demande si le consortium doit être constitué selon une logique de site ou si l'on attend un seul projet par site. Entre parenthèses, 2 projets sur le même site sont alors concurrents et se gênent, ou bien est-ce une logique nationale où plusieurs projets sur un même site ne se gênent pas? Alors, ce n'est pas du tout une logique de site, on est sur une logique de thématique et de portage par un établissement d'une thématique scientifique. Donc, sur un même site, vous pouvez soit embarquer un établissement de votre site, puisque c'est votre partenaire naturel et privilégié sur telle ou telle thématique, soit ne pas partir avec lui parce que sur la thématique donnée, ça ne vous semble pas pertinent, et donc aller avec un autre partenaire au niveau, un ou des partenaires au niveau national. La logique n'est pas une logique de site comme on pouvait l'avoir sur des projets France 2030 précédents. On est vraiment sur sur une thématique scientifique et c'est celle-là qui doit vraiment guider votre choix en termes de partenariat. Monsieur Charlie de l'IRD nous demande quels sont les positionnements possibles des ONR. À l'intérieur du projet et en lien avec l'établissement porteur, les ONR, comme nous l'avons précisé, sont partenaires en fait du projet. Et ensuite, voilà, comme les autres partenaires, discutent avec l'établissement porteur sur les actions qu'ils souhaiteraient éventuellement ou les work packages dont ils souhaiteraient se saisir si ça semble pertinent aux porteurs et aux autres partenaires du projet. Madame Vitrani de Sorbonne Université nous demande si un établissement peut être porteur sur une thématique et partenaire sur une autre thématique portée par un autre établissement. Oui, on l'a déjà dit et répété, tout à fait. Question sur la date de démarrage envisagée pour le projet. Si on tient le timing, on sera bon pour janvier, hein, si les annonces sont faites en décembre. Donc ça veut dire que par rapport aux doctorants, ça peut signifier, si jamais le projet prévoit des recrutements de doctorants ou de postdocs, vous serez prêt pour la campagne de recrutement du printemps. Monsieur Ford de l'Université de Cergy demande si les labos qui ne sont pas engagés dans le projet d'établissement peuvent s'associer avec d'autres établissements. Peut-être pour répondre, en fait, ces mêmes questions que pour le porteur scientifique, c'est une logique où c'est le président, en fait, c'est une stratégie d'établissement. Donc, il peut y avoir, effectivement, quand le président engage, il engage des laboratoires et des chercheurs, mais les labos en tant que tels ne vont pas être partenaires d'un autre projet. C'est l'université qui va être partenaire du projet à travers ses laboratoires. Personne demande, note qu'il a été beaucoup question d'un second appel. Est-ce qu'il existera ou cet ami-là sera le seul? Alors, il n'en a pas été beaucoup question, il en a été question et
le cahier des charges le mentionne à peu près explicitement. Si jamais on a tout ce qu'il faut, enfin, on ne s'interdit pas de n'avoir qu'une vague. Si jamais on a 100% de bonnes réponses, etc. Mais en tout cas, on se laisse la possibilité d'avoir un travail un peu plus long. Oui, pour présenter les choses d'une autre façon, il va être demandé au jury d'évaluer les projets sur leur qualité selon les critères qui sont explicités dans l'AMI, dans le texte de l'AMI. Si le nombre de projets de qualité est insuffisant, ben, à ce moment-là, l'État pourra prendre la décision de lancer une deuxième vague. Peut-être, ça relève de sa décision. Mais en tout cas, il n'y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas consigne, il n'y aura pas consigne au jury de remplir toutes les cases. La consigne, c'est dites-nous quels sont les projets de bonne qualité, au sens où ils répondent de façon satisfaisante aux critères qui sont décrits dans l'AMI. Et il en sortira ce qui en sortira. Alors, une question sur le nombre de partenaires attendus dans le consortium. C'est les... Vas-y, François. Oui, il n'y a pas de limite particulière. Il faut que ça soit cohérent et il faut trouver le bon curseur entre le projet qui englobe suffisamment les partenaires pertinents, y compris dans une logique nationale, et puis la taille qui, à un moment donné, peut devenir ingouvernable. Donc la question de la gouvernance du projet est aussi un sujet important. Il faut pouvoir démontrer que vous serez en mesure de piloter le projet avec l'ensemble des partenaires que vous allez mettre autour de la table. Voilà, il faut pouvoir démontrer ça. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre une surface scientifique suffisante et puis un projet maniable. Il a été dit que l'ANR donnerait les retours sur les lettres d'intention en juillet. Vers quelle date plus précisément? Juillet à 31 jours. Voilà, une date précise, ça, on va avoir du mal. Il faut penser que vous l'aurez fin juillet. Le début juillet, non. Ça me paraît un petit peu trop optimiste. C'est plutôt vers la fin du mois de juillet que ces résultats sortiront, je pense. En tout cas, deuxième quinzaine. Oui, oui. Dans quelle mesure les sciences dures, concernées également par les changements sociétaux, peuvent être également intégrées au projet? Un financement France 2030 est-il également possible pour ces communautés en gardant le prisme principal et central sur des SHS? Alors ça, j'ai répondu tout à l'heure. Isabelle, tu étais OK avec ça? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, les sciences dures, on favorise l'interdisciplinarité, peuvent être associées, mais comme l'a rappelé François, les financements, en fait, sont fléchés sur les SHS. Voilà. Après, il y a la question des équipements. Si le projet SHS a besoin d'un équipement et qui se dit, bon, ben, moi, telle plateforme, qu'elle soit numérique ou physique, j'en ai besoin, mais c'est pas moi qui vais l'opérer, donc je vais confier le soin de l'opérer à tel labo en informatique, en chimie, en physique ou que sais-je. Bon, très bien. Ça, enfin, pourquoi pas, hein. Mais, voilà, en termes de volumétrie, il faut, on veut clairement financer les, les labos SHS, quoi. Le règlement financier qui est encore une fois en instance de publication essaye de préciser les choses. Donc, vous lirez dans le document financier que par SHS, on entend toutes les disciplines qui sont dans l'ensemble des panels SHS de l'ERC. Donc, il ne faut pas entendre le mot SHS en un sens trop étroit, le sens est très large, mais en même temps, les dépenses, disons, académiques classiques de personnel, par exemple les bourses de thèse, ne seront éligibles que si elles relèvent des SHS.
Simplement, le règlement va ajouter une petite clause d'exception, parce qu'il peut toujours y avoir des situations très particulières. Et dans ce cas-là, vous poserez la question et on instruira la question spécifique. Voilà. Merci. Pouvez-vous préciser le rôle des MSH dans ces consortiums? Elles peuvent être associées, mais il n'y a pas de rôle spécifique pour les MSH en tant que tel. Voilà, là encore, c'est laissé à l'appréciation des porteurs. Je me permets par contre peut-être de répondre à une question là qu'on n'a pas encore faite. Un personnel CNRS rattaché à une UMR peut-il piloter un projet ou faut-il obligatoirement un ou plusieurs enseignants-chercheurs? Faut-il que le pilote ait une HDR? On a déjà répondu, mais cette question revenant souvent, je le rappelle, hein, le porteur est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. C'est donc un président qui s'engage et les ONR sont partenaires. Mais donc, c'est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui porte. Voilà. Pas un personnel CNRS, etc. Ensuite, à l'intérieur, il peut y avoir des responsables scientifiques, etc. Voilà. Et là, le fait que ça soit un personnel d'un ONR qui ait une responsabilité scientifique ne pose pas de problème. Bien sûr, et au contraire, j'allais dire après, la légitimité des work packages aussi sera liée aussi à ceux qui les porteront à travers les laboratoires et l'implication scientifique. Après l'évaluation de la première étape, de lettre d'intention, allez-vous demander des regroupements entre consortiums et si oui, sur quelle base? Alors, c'est possible. Et puis, sur la base de ce que à la fois l'État verra et puis le jury. Le jury peut également faire des... Enfin, pas le jury, le comité qui sera en charge de la lecture des lettres d'intention pourra faire des recommandations. Après, on propose, vous disposez. La couverture de l'ensemble du territoire par l'AMI est-elle un critère de sélection, de même que la territorialité d'un consortium est-elle à privilégier ou envisager? Là encore, c'est laissé à votre libre appréciation, c'est-à-dire en fonction de la thématique, si vos partenaires se répartissent sur votre territoire privilégié, bien, tant mieux. S'ils sont partout au niveau national, tant mieux également. En fait, il n'y a pas de... La seule chose, c'est ne pas partir d'emblée sur quelque chose de trop restreint ou obligatoirement de trop national. C'est vraiment la légitimité des partenaires que vous allez associer sur la thématique scientifique qui est demandée, en fait. Voilà, c'est la cohérence du projet. Associer un partenaire privilégié au niveau territorial parce que vous avez l'habitude de travailler avec lui alors qu'il n'a rien à voir sur la thématique scientifique n'aura pas de sens. À l'inverse, oublier un partenaire national qui est loin de chez vous alors qu'il est complètement légitime n'aura pas de sens non plus. Donc c'est vraiment à vous d'apprécier en fonction de la thématique, mais j'allais dire là, les établissements, les chercheurs, les laboratoires connaissent les réseaux, connaissent les forces en présence sur la thématique donnée et sont à même justement d'identifier clairement en fait à la fois les labos et donc à travers les labos, les établissements qui pourront s'impliquer sur le projet. Le gros de l'université de Rouen-Normandie demande si une institution est-elle chargée de coordonner la construction des consortia en amont de la lettre d'intention. Il y a un établissement porteur qui est celui qui est à la manœuvre et qui donc va contacter les ONR, des partenaires privilégiés et qui va faire en sorte justement puisque je le rappelle, hein, cette thématique, elle est adossée à un établissement et la thématique, elle doit refléter, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais elle doit refléter une stratégie de l'établissement porteur.
elle peut devenir une de ces signatures, c'est ça l'objectif, mais elle doit déjà, en tout cas, figurer comme étant une stratégie de l'établissement porteur. Et c'est pour ça qu'il est porteur, et c'est pour renforcer cette stratégie, sa stratégie, qu'il va ensuite s'adresser aux ONR qui, normalement, j'imagine, travaillent déjà avec lui, ils sont déjà présents à travers tout un tas de laboratoires, de partenariats et de projets, et à d'autres établissements qui sont aussi des établissements naturels pour lui. Mais c'est une thématique portée par un établissement, et cette thématique, elle est déjà présente, en fait, dans la stratégie d'établissement. Voilà, elle ne sort pas non plus de nulle part. Alors, j'ai une question sur la durée des projets. Le projet doit-il forcément s'étendre sur une durée de 8 ans? Philippe ou François? Non, ça peut être un peu moins. C'est permis jusqu'à 8 ans. Monsieur Nivet, Université de Picardie, demande si pour les consortiums, une construction régionale est-elle recommandée? Même réponse que précédemment, en fait. C'est la thématique qui prévaut, ce n'est pas si le régional est pertinent pour vous et pour porter la thématique avec des acteurs qui se positionnent, quels que soient les acteurs, et qui sont structurellement dans la région et sur le territoire, très bien. Si à ne regarder que le territoire, vous en oubliez un ou deux qui sont très forts sur la thématique au niveau national, il manquera quelque chose à votre consortium. Quels éléments de preuve permettront à l'établissement de démontrer sa capacité à piloter le projet proposé? Normalement, les présidents savent ce que ça signifie que d'avoir une gouvernance efficace. Donc, ils vont proposer, ils vont expliquer comment ils ont déjà des liens particuliers, comment ils vont organiser au niveau institutionnel les relations, le travail entre les work packages, l'animation du collectif, la décision de l'affectation des moyens, la manière dont des mesures correctives peuvent être prises en cours de route si finalement la trajectoire n'est pas suivie. Rien que de très classique, mais il faut pouvoir montrer qu'on est en capacité de mettre en place une gouvernance un peu efficace. Voilà, c'est pas juste des gens qui se connaissent pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam, et puis qui se retrouvent, on se voit une fois par an, et puis ça suffit. Voilà, ça suffit pas. Madame Delplat de Lyon 3 évoque le texte de l'ANI qui insiste sur une forte interdisciplinarité et demande si le nombre de disciplines SHS associées est un critère de sélection. Non, le nombre n'est pas un critère, en fait, c'est la pertinence. Un projet qui ne repose que strictement sur une discipline euh, n'est pas un projet interdisciplinaire. Donc, effectivement, il va falloir ouvrir de façon. Mais les thématiques, vous l'avez vu, sont larges, et répondre à une thématique avec une seule discipline est complexe. Oui, sont des thématiques qui nécessitent d'aborder leurs enjeux par différentes faces et donc différentes disciplines, différents angles, différents points de vue. Et donc, c'est la manière dont ces différentes approches vont pouvoir travailler ensemble qu'on va regarder. Merci. Alors, j'ai deux questions sur la personne qui est censée participer à l'audition. Est-ce que ce seront bien les présidents d'établissement qui seront auditionnés en deuxième phase? Bon, là, je peux peut-être répondre pour le coup. Dans ce genre d'audition, on demande aux porteurs de définir une délégation. Le nombre de personnes habituellement indiqué est de 5. Et après, il revient à chaque porteur de constituer sa délégation comme il l'entend. En revanche, je vous signale tout de suite que la présence physique dans les locaux où l'audition est organisée est impérative.
Mais peut-être me permettre pour compléter ce que vient de dire Philippe, effectivement, il y a la constitution d'une délégation, mais en creux, vous l'avez compris, alors, c'est pas, la délégation peut varier, mais c'est vrai que naturellement, un président qui a porté le projet est sans doute attendu, pas obligatoirement, mais voilà, c'est pas. Oui, c'est quand même très souhaitable. Peut-être on peut faire un petit point. Il y a différentes questions de procédure qui sont sorties. On peut peut-être faire un petit point rapide sur les établissements porteurs éligibles. Ce sont des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Et c'est vraiment « et » de recherche. Il faut qu'ils fassent à la fois de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce ne sont pas nécessairement des EPSCP, du point de vue du statut juridique. C'est un petit peu plus large que cela. Deuxièmement, sur les données chiffrées qui peuvent être transmises dans la lettre d'intention et qui sont attendues dans le dossier complet, ce sont les données chiffrées correspondant aux 9 indicateurs de performance qui sont décrits dans la trame de lettre d'intention. Et puis, il y avait une question sur les délais, avec quelqu'un qui disait que tout cela était bien court et qui demandait si on pouvait décaler d'1 mois la date de remise du dossier complet. Je regrette, mais la réponse est négative à cette question. Et c'est pour cela que dès le départ, il me paraît important d'insister sur le fait que vous devez concevoir la préparation du dossier comme un tout dès le départ et surtout ne pas vous mettre en suspens entre le dépôt de la lettre d'intention et la publication des résultats de l'évaluation des lettres d'intention. Évidemment, une telle façon de faire implique de prendre le risque de travailler et puis finalement d'être retoqué au niveau de la présélection. Mais la brièveté des délais, me semble-t-il, fait qu'il est quand même très prudent de procéder de cette façon. Alors, il y a une question sur les ESPIG. Les ESPIG ne peuvent pas être porteurs. Les ESPIG peuvent être membres des consortiums et l'éligibilité d'un ESPIG pour un financement n'est ni, comment dirais-je, ouverte a priori, ni fermée a priori. Nous examinerons au cas par cas, projet par projet, la situation. Je me permets de reprendre une question parce que qui est revenue, donc c'est vraiment une demande de clarification. Une personne qui rebondit sur la question concernant le responsable du projet pays. Ce n'est donc pas le responsable scientifique, mais le président de l'établissement porteur. Voilà, c'est le président parce que ça doit être adossé à une stratégie d'établissement. Dans les critères tels que vous pouvez les relire dans le cahier des charges, il est demandé à ce que justement la thématique soit reflétée dans la stratégie de l'établissement. Alors, refléter dans la stratégie de l'établissement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans les axes prioritaires scientifiques de l'établissement. Ça peut être, à un moment, l'établissement l'a mentionné pour ceux qui ont déjà fait un compte dans le compte. Ça peut être une volonté forte et avérée de l'établissement de se positionner de par les projets antérieurs qu'il a obtenus, que ce soit les ISIT, les IDEX ou d'autres types de PIA, sur cette thématique-là. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des grandes dimensions stratégiques de l'établissement et c'est la raison pour laquelle c'est le président qui porte. Évidemment, en lien avec ses équipes et avec un porteur scientifique, mais c'est lui qui décide et qui fait la preuve justement que c'est stratégique pour son établissement. Une personne demande si les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont éligibles.
Oui, ils sont éligibles en tant qu'établissement public. Un établissement consulaire, c'est un établissement public, mais attention, il faut qu'il soit d'enseignement supérieur et de recherche. Et de recherche, hein. Le et est vraiment une condition forte, si je puis dire. Voilà. J'ai juste un micro-doute sur les écoles des chambres de commerce qui seraient devenues sociétés. Il y a le cas. Donc, il y a encore des écoles qui sont des... On peut prendre Oui, le point puis le travail. Dans oui, les tu as chambres de raison. commerce, il y a des écoles qui sont encore des services de la chambre, ça c'est public, et il y en a qui ont été transformées en sociétés par action simplifiée. Par exemple, HEC, ESCP. Euh, donc, il faut regarder. Et Oui, si elles sont devenues sociétés par action simplifiée, je pense que c'est plus bon. oui, probablement, en tant qu'établissement porteur. Oui, Après, ils peuvent être intégrés au consortium, hein. absolument. Il faut bien prendre conscience, les conditions sont beaucoup plus strictes sur le portage que sur l'appartenance à un consortium. Question de Monsieur Pujol, de l'Université de Perpignan via Domitia. Les entreprises, associations et ONG peuvent-elles bénéficier de financement si elles font partie du consortium? Là, ce sont des questions qui sont un petit peu trop techniques parce que euh, il y a différentes façons de financer des actions d'une entreprise, par exemple. Elles peuvent être financées en ayant droit à recevoir une partie de la subvention. Elles peuvent aussi passer par le système de la prestation de services. Donc là, dans le cadre de ce séminaire, on rentre dans une discussion qui va nous emmener un peu loin et qui va être beaucoup trop technique. Donc, ce que je vous propose, c'est attendez encore quelques jours que le règlement financier soit publié. Vous aurez là le cadre général et peut-être même la réponse tout à fait complète à vos questions précises. Et si jamais vous ne trouvez pas la réponse, en tout cas dans son entièreté, eh bien, revenez vers nous, posez-nous vos questions et nous vous répondrons à ce moment-là. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça sur un sujet aussi technique. Ouais, par exemple, une association, loi 1901, ou une fondation reconnue d'utilité publique, voilà, il faut qu'on regarde. Après, un consortium peut expliquer que, par exemple, dans sa stratégie de valorisation et de diffusion des travaux, il travaille avec une FRUP, une asso, voilà, et qu'ils ont besoin de les mobiliser avec un peu d'argent. Ça se discute, quoi. Oui, j'ai une question un petit peu proche de celle-ci. Un établissement culturel du ministère de la Culture, par exemple, comme la BNF, ayant une mission scientifique, peut-il être partenaire d'un projet? Par exemple, sur la préservation du patrimoine ou l'évolution de la démocratie, et peut-il être éligible à des financements? Alors, partenaire, oui, Oui, bien sûr. et éligible à des financements, il me semble aussi, non? Oui, oui. Oui, oui. Mais un EPA du ministère de la Culture peut être éventuellement porteur. Par contre, la BNF, non, puisque ce n'est pas une institution d'enseignement. Dans le cas des UMR multi-tutelles, multi-établissements, le laboratoire pourra-t-il être engagé par les projets portés par les porteurs tutelles de l'unité? Euh, Si vous avez je bien la question a été. crains de Voilà. pas comprendre la question. François, si vous pouvez la Ouais, reformuler de façon un tout ouais. petit peu plus Oui, précise, hein. je l'ai dit comme Merci beaucoup. comme on l'a reçu. Donc, si jamais la personne peut reformuler, comme ça, on revient dessus. Relis-la tranquillement. C'est le laboratoire pourra-t-il être engagé dans plusieurs projets tutelle d'unité? Ouais, c'est pas mieux. On Pas va mieux. demander une précision à la personne. On revient dessus. Donc, j'enchaîne avec la prochaine. Au terme de la présélection, y a-t-il une motivation du jury pour le soutien ou le rejet des projets décrits par les lettres d'intention? Oui, oui, oui. Chaque projet soumis recevra un avis écrit
quel que soit le contenu de cet avis, je veux dire négatif ou positif. S'il est négatif, ben, on expliquera pourquoi, il y aura des motivations de l'avis négatif. Et s'il est positif, il pourra y avoir des recommandations pour la constitution du dossier complet. Peut-être, je me permets de répondre à une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Si à travers le premier filtre de sélection, 2 candidatures sont identifiées comme très convergentes, envisagez-vous de permettre aux porteurs de se rapprocher l'un de l'autre, un ou 2 porteurs pouvant devenir ainsi partenaires de l'autre, par exemple, et enrichir et renforcer les projets sur la thématique? La réponse est oui. Effectivement, s'il y a des projets, c'est ce qu'on expliquait au tout début, des projets très, très convergents et similaires sur une même thématique, il sera proposé aux porteurs, effectivement, de se rapprocher l'un de l'autre et de voir comment faire un seul projet. J'ai une demande sur le fait qu'un syndicat puisse devenir partenaire. Pourquoi pas? Enfin, c'est comme notamment sur les activités de valorisation, transfert, diffusion. Enfin, pourquoi pas, hein. Alors, je crois qu'on a reçu le compliment de la question d'avant. Dans le cas des UMR multi-tutelles, c'est pas la même, c'était la même question. Oui. Une UMR a plusieurs tutelles, plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Chacune des tutelles de manière indépendante est porteur d'un projet. L'UMR pourra-t-elle donc être engagée dans les 2 projets? Est-ce que c'est plus clair? Alors, il n'y a pas de contre-indication. Mais c'est l'ONR qui décidera, en fait. Voilà. C'est Oui, l'ONR qui regroupe toutes les UMR qui va décider dans quel projet, en fait. Enfin, c'est l'ONR en elle-même qui répondra à cette question-là. oui, certainement. Personne me demande si vous pouvez revenir sur la composition du comité qui jugera les lettres d'intention. C'est décrit dans le cahier des charges, non? Philippe, Excusez-moi, alors je suis désolé, j'ai été distrait. Ah, bah Je voilà. répète la question. Excusez-moi. Pouvez-vous revenir sur la composition du comité qui jugera les lettres d'intention? Ah oui, 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 on peut revenir. Il y aura des représentants de l'État et la présidence du jury. Alors, les représentants de l'État, les 2 parties prenantes de l'État, vous les avez devant vous. Ce sont le MESR et le SGPI. Et pour ce qui est de la présidence, si j'emploie ce mot-là, c'est parce que nous imaginons, nous sommes évidemment engagés dans la constitution du jury, vous vous en doutez, nous imaginons organiser le jury autour d'un duo président-vice-président. Et dans ce cas-là, eh bien, ce seront ces 2 personnes-là qui participeront à la commission de présélection, avant évidemment après, de présider le jury le moment venu. Et juste peut-être une précision sur le jury, il s'agit d'un jury international, comme de façon très classique, évidemment, dans tous Oui, les oui. process France Oui, 2030 et ANR. oui. Merci Isabelle, ça c'est extrêmement important. C'est un jury international et qui reflètera l'ensemble des disciplines de SHS. On s'est donné, on peut vous donner cette indication. On verra bien sur quoi on aboutit à la fin. Ça dépend aussi quand même de la disponibilité des gens sollicités. Mais on s'est donné d'aboutir à un jury entre 15 et 20 personnes à peu près. Y a-t-il des attendus spécifiques en termes de transfert? Je te laisse, Isabelle. En termes de transfert,
Non, il n'y a pas d'attendu spécifique. C'est à vous de voir en fait quelles sont les actions qui vous sembleront le plus pertinentes en termes de transfert. Il y a quelques exemples qui sont donnés. Ça peut aller depuis la création de think tanks ou au contraire la participation à des think tanks avec des think tanks déjà existants, à des actions de formation continue, en passant par des actions enfin, plus classiques en fait que l'on connaît de communication, dissémination, des actions vers la société, des colloques, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Après, ce sera vraiment libre à vous de choisir et de cibler les actions qui vous paraissent avoir le plus d'impact, hein, et pouvoir vraiment se mesurer à l'aune du projet comme étant vraiment utile en fait pour l'État. Le transfert, évidemment, n'est pas un transfert simplement en revanche local. C'est vraiment là ce qu'on attend, c'est qu'on puisse vraiment utiliser les résultats des recherches des projets lauréats comme avec une envergure importante. Voilà. Je me permets de revenir sur une question puisque c'est quelque chose. Là, la question sur les UMR, en fait, la question sur les UMR, vous dites, est très importante. Vous dites que les ONR tutelles décideront de quel seul projet de l'UMR peut être partenaire. Une UMR avec une double tutelle universitaire ne peut donc pas aller dans deux projets. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on laisse aux ONR, avec les établissements, en fait, décider aussi et voir comment feront les UMR. Mais là, on est vraiment dans la dentelle du projet. J'allais dire, on est vraiment, c'est pas à nous, État, de décider. Je n'ai pas dit que ce ne serait impossible. Je dis, voilà, c'est pas nous qui allons décider ça. On peut, bon, voilà, c'est un sujet qui est effectivement dans la dentelle, comme disait Isabelle. Si c'est une UMR avec un thème assez cohérent, on ne voit pas comment elle pourrait aller dans deux projets concurrents. Je pense que du coup, là, l'ONR viendrait dire, bon, voilà, vous êtes tous les deux pertinents, vous êtes l'unité chérie de mon cœur sur tel sujet, et le mieux, ça serait que vous travailliez ensemble, les universités. Voilà, on peut s'attendre à ça de l'ONR. Euh, si dans l'UMR, il y a des thématiques qui sont très distinctes, avec des équipes qui sont dans une thématique et puis une autre équipe qui relève plutôt d'une autre thématique sur des sujets vraiment séparés, il n'y a pas non plus de contre-indication pour Ça. que les deux établissements embarquent leur partie d'UMR. Voilà, mais de toute façon, il y aura un dialogue avec l'ONR, comme le disait Isabelle. Et on parle d'UMR puisque vous avez posé la question des UMR, mais évidemment, on ne parle, enfin, les UR sont complètement embarqués dans le projet. La question portait sur les UMR et c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur les UMR. Mais il va sans dire que les unités de recherche non UMR sont aussi évidemment au cœur du projet. Une question simple. La lettre d'intention doit-elle être rédigée en anglais? Non, 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 la lettre d'intention sera rédigée en français. Et si jamais vous vous posez la question, nous ferons en sorte de solliciter pour la présidence du jury des personnes francophones. Et peut-être pour répondre à une autre question sur le transfert, l'entrepreneuriat peut être considéré comme du transfert? Oui, si c'est un entrepreneuriat qui reprend en fait et qui s'appuie sur les résultats de la recherche en sciences humaines et sociales, pourquoi pas en fait? C'est à vous aussi d'apporter voilà, la preuve que ce sera vraiment en sciences humaines et sociales qu'il y aura un transfert et pourquoi pas l'entrepreneuriat, tout à fait. Non, il n'y a pas de coportage par deux établissements. Je me permets de répondre à la dernière. Il n'y a pas de coportage par deux établissements. Je répète, c'est un établissement et c'est une stratégie d'établissement. C'est la raison pour laquelle ça doit aider à structurer dans l'établissement la stratégie. C'est la raison pour laquelle c'est porté par un président. Voilà. Voilà, et ça me permet de repréciser, parce que ma langue a fourché tout à l'heure, il n'y a pas de coportage entre deux universités, il n'y a pas non plus de coportage entre l'université et l'ONR et un ONR, c'est bien l'université qui est porteuse. Et après, il y a des partenaires, ça peut être des universités, des assos, etc., et des ONR. Simplement, la contrainte, c'est qu'il doit, parmi les partenaires, avoir un ONR. Et dans les ONR, vous avez, voilà, vous en avez pas mal.
Vous avez bien sûr les usual suspects, mais vous avez aussi CIRAD, IRD, CEREMA, ISTAR, INRAP, INRAE, BRGM, etc. Merci. Alors, j'ai une question sur si une convergence de projets est recommandée, qui détermine le porteur du projet? J'ai pas compris. Tu peux répéter? Si une convergence de projets est recommandée, qui détermine qui sera le porteur du projet? C'est Bah, les acteurs. des acteurs, oui. Si l'État voit qu'il y a deux projets complètement similaires, nous retournerons vers vous en disant il y a deux projets similaires et complètement concurrents, mettez-vous d'accord et faites remonter un autre projet remanié si vous le souhaitez. D'accord. Une personne demande comment sera constitué le jury. De membres internationaux. Avec des profils scientifiques voilà, suffisamment variés pour pouvoir bien apprécier les projets par rapport aux thématiques qui sont indiquées, quoi. C'est ça. Et le jury de la première phase ne sera pas celui de la deuxième, en effet. Le jury, parce que la présélection n'a pas les mêmes objectifs que la sélection. La présélection, c'est vraiment simplement une première étape où ce qui va être évalué, c'est l'ambition du projet, le positionnement du projet, la crédibilité du consortium proposé. Ce sont vraiment les trois ingrédients principaux. Mais l'évaluation des projets présélectionnés, elle, va être beaucoup plus complète, beaucoup plus approfondie. Et elle ne sera pas opérée par la même commission. Elle sera opérée d'abord par le jury international qui rendra ses avis et recommandations qui seront transmises à l'État et ensuite l'État prendra ses décisions. Monsieur Charlie Roulet de Panthéon-Assas demande si une filiale d'université détenue à 100% peut opérer un work package et bénéficier d'une part de financement. C'est pas interdit a priori, me semble-t-il, mais c'est pas non plus un oui a priori. Il faut voir. Je pense que c'est Non, quand François? même considéré comme un établissement privé, comme une structure privée. Par exemple, une SAT hein, est détenue à 100% par des puissances publiques. C'est néanmoins considéré comme une structure privée. Bon, donc on peut pas, ouais, c'est difficile de répondre dans le détail. On verra dans la FAQ, mais on la note. Alors, une fois que les établissements porteurs par thématique auront été identifiés et nominés, est-il prévu que des appels à projets aient lieu, notamment pour ouvrir les consortiums constitués en première instance, comme cela est programmé dans le cadre de certains PEPR? Ou est-ce que cet aspect est laissé à la discrétion des établissements porteurs qui seront sélectionnés? Il me semble que c'est laissé à la discrétion Oui, oui, tout à fait. des acteurs, oui. Ça fait partie des actions que vous pouvez indiquer ou pas, en fait. Quel sera le En tout pourcentage cas, on de ne va pas projets lancer retenus? dans l'entre-deux, on ne va pas lancer une phase intermédiaire officielle de mercato, enfin, ou plutôt de matching. Mais il y aura des recommandations qui sont faites et à partir de là, les acteurs prendront leurs dispositions. Peut-être juste pour revenir sur une question qui revient souvent, une question, pardonnez-moi, mais il y a une contradiction. Quel est l'intérêt pour une première sélection d'avoir un jury national et une deuxième phase avec un jury international? Peut-être deux choses. Le président du jury international et la vice-président ou le vice-présidente seront présents sur la première phase, donc il n'y a pas national d'un côté, international de l'autre. Et deuxième chose, c'est comme ça a été spécifié,
L'objectif de la phase de présélection est de vérifier que ça constitue bien, que la thématique constitue bien une véritable thématique d'intérêt pour l'État. Et c'est ça vraiment ce qui est très important, c'est une thématique d'intérêt majeur pour l'État. Au-delà de ce que vous pourrez afficher comme titre ou comme voilà, il faut que soit vérifié en fait que ça constitue vraiment quelque chose qui réponde à des grandes problématiques. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, ça passe sur le projet en lui-même, la description scientifique du projet qui est parfaitement étudiée et évaluée par le jury international. Et là, on rentre sur le projet scientifique. Voilà, la première phase, c'est la thématique, la pertinence et la cohérence du consortium, la capacité de gouvernance en fait de ce consortium sont vraiment les trois objets qui sont très importants dans cette lettre d'intention. Et ensuite, le dossier complet, c'est le déploiement du projet, les ambitions scientifiques, la structuration de l'établissement porteur, les actions qui seront menées, les différents work packages. Pour ceux qui connaissent, ce sont exactement les mêmes modalités que pour IA Cluster. Alors, j'ai Et une question plus opérationnelle là. Quel sera le pourcentage de projets retenus parmi les projets sélectionnés? Il faut qu'on sache combien il y a de projets qui seront candidats déjà pour le pourcentage. J'ai quand même une pense demande que de nous- précision. Pardon, Philippe, excuse-moi. Non, juste pour dire que nous nous posons la même question, nous aurons la réponse à la question à la fin du processus. Donc, je continue avec toi, Philippe. La lettre d'intention doit-elle être obligatoirement en français ou quand même est-il possible de l'écrire en anglais? Complément de la question précédente. Ah non, l'AMI demande que la lettre soit en français. D'accord. Non, non. Et une demande de Donc en gros, reprécision. avec la lettre d'intention, on vérifie que vous parlez français, puis avec le dossier, on vérifie que vous parlez anglais, quoi. C'est ça, Philippe. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et j'ai une Exactement. demande de reprécision sur la présence d'un ONR parmi le consortium. Est-ce que c'est obligatoire ou simplement possible? Ben, il me semble qu'il est écrit dans l'AMI obligatoirement. Mm. Alors obligatoirement, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un dossier ne sera pas éligible s'il n'y a pas d'ONR. Mais comme je disais tout à l'heure, des ONR, il y en a beaucoup. Et peut-être aussi d'un point de vue très pratique, le projet devrait-il avoir un titre différent ou développer de la thématique? En fait, on vous demandera simplement de vous positionner sur la thématique, c'est pas encore décidé, mais en cochant parmi les 9 thématiques celles que vous prenez. Et ensuite, le titre du projet peut être différent évidemment de la thématique qui, pour certaines, vous l'avez noté, sont très larges et devra refléter à la fois la thématique, mais aussi la nature même de votre projet et ce qu'il embarque à l'intérieur de cette thématique. Donc évidemment, le titre en lui-même du projet est différent de la thématique. Néanmoins, vous devrez identifier clairement dans le dossier complet et dans la lettre d'intention, de toute façon, en tout cas, préciser sur quelle thématique vous vous positionnez. La première phase, elle est, enfin, vous le voyez, plutôt ouverte, mais il faut quand même des consortiums assez solides. Et puis, il y aura une phase après. Donc, on ne s'interdit pas, je le disais au tout début du séminaire, là où on était juste entre nous, d'avoir un webinaire un peu de ce type-là avec les ONR aussi pour regarder comment les choses remontent, comment ils sont sollicités. Ils ont peut-être eux-mêmes des questions sur leur rôle, leur participation dedans. Donc, voilà, s'il y a des questions, ils auront peut-être des questions sur leurs UMR comme vous les avez posées tout à l'heure. Donc, on verra si on estime utile de faire un échange avec eux en direct sur ce sujet. Et donc, pour revenir sur la question sur la langue, personne demande si le dossier en anglais est donc obligatoirement rédigé en anglais. Et, la réponse est également oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Pour le moment, Si la question c'est est-ce que ce qui est écrit dans le cahier des charges est obligatoire, la réponse est oui.
Je crois que pour le moment, nous n'avons plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous aviez vu des choses passer de votre côté. Donc, j'ai une nouvelle question. Ah oui, peut-il y avoir des partenaires complémentaires qui complètent le consortium entre la lettre d'intention et le dépôt définitif du projet? Oui. Bon, d'abord parce qu'il peut y avoir des regroupements, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une remarque qui est importante. La lettre d'intention n'est en quelque sorte pas contractuelle vis-à-vis du dossier. Ce qui fait foi et ce sur quoi vous serez jugé, c'est le dossier. Donc évidemment, il faut que le dossier soit pas orthogonal à la lettre d'intention que vous avez déposée. Si vous dites que vous allez faire A et que dans le dossier vous faites B, si vous dites que vous allez travailler avec Trucmuche et que derrière Trucmuche qui est très, très important, il n'est pas là et c'est Trucmol qui est présent, ça peut poser un problème. Voilà. Mais donc il faut qu'il y ait une cohérence entre la lettre d'intention et puis le dossier, évidemment, mais la lettre d'intention n'est pas contractuelle. Vous pouvez, il peut y avoir une chose que vous pensiez faire, puis finalement vous ne le faites pas. Et inversement, une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, et puis vous le complétez dans le dossier. Oui, oui et en fait, c'est plus sur la question du complément. Si dans la lettre d'intention, vous avez un consortium, défini et qu'entre la lettre d'intention et le dossier complet, un nouveau partenaire, voilà, est prêt à s'engager avec vous, c'est quelque chose en plus, c'est un ajout, c'est un complément, utile. Évidemment, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une asymétrie complète entre la lettre d'intention et le dossier complet, ou que la lettre d'intention, que la plupart des actions de la lettre d'intention aient disparu, parce que là, du coup, le projet est complètement dévoyé. Voilà, il peut y avoir un peu une variation à la marge pour surtout un complément, moins un retrait, mais plus un complément. Et ça peut varier un petit peu à la marge, puisque c'est pas, comme l'a dit François, c'est pas contractuel. Néanmoins, on s'attend à ce que cette lettre d'intention, comme son nom l'indique, porte les intentions de votre projet. Par exemple, donc à nouveau, c'est le jury qui juge à la fin. Euh, Et on ne s'attend pas à ce que le jury revienne sur les lettres d'intention pour les lire. Néanmoins, il aura les retours que l'État a faits et les raisons pour lesquelles le dossier a été sélectionné, les recommandations éventuelles que l'État aura fait vis-à-vis du dossier, et il pourra mesurer, le jury pourra mesurer l'écart, on espère positif, entre le dossier et puis les recommandations ou la raison du choix. En sachant que, j'allais dire, le garant, en fait, de cette transmission parfaite est évidemment le ou la présidente du jury qui sont à la fois, juges et évaluateurs sur les lettres d'intention, mais également évaluateurs sur le dossier complet. Voilà, Mm. qui seront à même de voir justement et d'estimer, si l'évolution est drastique et du coup, viennent, remettre en cause la lettre d'intention ou si c'est une évolution à la marge qui était dans le droit fil, qui s'inscrit dans le droit fil de ce que préconisait déjà la lettre d'intention. Il y a pas mal de questions sur les partenaires européens ou internationaux. Alors, dans quelle mesure les projets doivent-ils s'inscrire dans les priorités thématiques européennes et incluant des partenaires européens non financés? Quelle importance donner aux alliances européennes? Là, c'est vraiment à vous, en fait, de voir en fonction un, pour la thématique de ce que vous allez vouloir porter. C'est la première chose. Et deux, sur les alliances européennes, la réponse est la même. En fait, certaines alliances sont plus thématisées et ont défini des axes de recherche sur lesquels les partenaires travaillent déjà. Et s'il se trouve que c'est justement la thématique sur laquelle vous voulez candidater, eh bien, tout naturellement, vous aurez des partenaires privilégiés à travers certains établissements qui font partie de vos alliances européennes. S'il s'avère que votre alliance n'est pas du tout thématisée ou que les thèmes qui sont privilégiés dans votre alliance ne correspondent pas à la thématique que vous voulez porter, ben, vous choisirez sans doute naturellement, mais ça c'est là encore libre à vous de voir ce qui vous paraît le plus pertinent, de ne pas associer les partenaires de votre alliance européenne.
Voilà. Vous avez effectivement, à travers les alliances européennes, un volet de partenariat possible, mais à condition qu'il vous paraisse parfaitement en adéquation avec la thématique que vous voulez porter et que justement les chercheurs et les laboratoires de ces partenaires correspondent à la thématique que vous portez, que vous allez maintenir. Il y a une question peut-être Philippe ou François sur les partenaires internationaux devront-ils justifier de leur participation sur fonds propres? Les dossiers complets seront constitués d'un document scientifique, bien entendu, mais aussi d'une annexe financière. Dans cette annexe financière, il y aura un volet à remplir par partenaire du consortium. Et ce volet-là décrira les apports du partenaire et, le cas échéant, en fonction de ce que vous aurez décidé entre vous, si je puis dire, les parts de financement reçues par le partenaire. Ces volets-là devront être signés par le chef d'établissement du partenaire, président, directeur, ou bref, la personne habilitée à signer. Voilà. Donc c'est de cette manière-là que les partenaires internationaux qui seraient membres du consortium justifieront de leur participation. Pour ceux qui ne seront pas membres du consortium, non, il n'y aura pas de justification particulière à faire au niveau du dossier complet. Alors, il n'y a plus de questions pour le moment, juste une remarque qui a été faite de Monsieur Lambrecht. Il faut sensibiliser les ONR aux projets portés par les unités de recherche qui ne sont pas UMR. Voilà. Transmet. Pour l'instant. C'est tout à fait, mais en même temps, comme ce n'est pas les ONR qui décident des projets qui sont déposés, ce sont les établissements. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, on vous encourage sérieusement à impliquer vos unités propres. Voilà, c'est bien qu'il y ait des UMR, mais c'est bien aussi que vous ayez vos unités propres. Et en SHS, elles sont nombreuses et de très grande qualité. Et peut-être pour répondre, puisque la question a été posée en creux, il n'est pas attendu qu'il n'y ait que des UMR dans les projets. Voilà. Ce n'est pas ça. Et la dimension internationale, on a terminé par cela, mais effectivement, vous l'aurez perçu, elle est importante si vous avez c'est vrai qu'au niveau international, sur certaines de ces thématiques, il existe déjà des universités qui sont clairement positionnées comme ayant déjà à l'international leur signature. Et si vous arrivez justement à nouer un partenariat avec aussi, parce que vous l'avez déjà noué avec ces universités qui ont déjà une signature forte sur l'une des thématiques qui sont listées, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui sera très, très important et très porteur. Alors, il y a une nouvelle question. La thématique de la pratique sportive semble être considérée comme relativement secondaire dans le domaine des SHS. Pourriez-vous préciser les attentes concernant cette thématique? On ne peut pas plus préciser que pour les autres, en fait, c'est-à-dire c'est vraiment laissé à votre libre appréciation et en fonction des forces et aussi quant à savoir si un établissement, il y a des établissements qui sont déjà très fortement structurés autour de la thématique du sport ou de la pratique sportive et s'ils souhaitent justement renforcer leur signature d'établissement sur ce sujet-là et s'en saisir pleinement, cette possibilité leur est offerte. Est-ce qu'on peut avoir 2 cercles de partenaires, ceux membres de la gouvernance et d'autres? C'est ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Tu peux repréciser, Philippe? Oui, des cercles absolument. du cercle. C'est même très généralement le cas pour tous ces projets-là, toujours en fait. C'est-à-dire que vous avez
le premier cercle qui est le consortium, tout simplement, ceux qui vraiment participent de la gouvernance du projet, ceux qui prennent les décisions stratégiques, et puis ceux qui participent aussi de toutes les décisions d'allocation de moyens, je ne sais pas moi, ouverture de chaires, attribution de thèses, etc. Et puis vous avez un deuxième cercle, un petit peu plus lointain, mais de partenaires qui n'en sont pas moins importants. Alors, ils ne participent pas au consortium, ils ne participent pas à la gouvernance, mais ils participent au projet d'une façon qui, en général, est beaucoup plus variée, qui dépend des projets, des partenaires, etc. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais oui, 2 cercles, c'est très généralement le cas. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai aussi bien dans la lettre d'intention que dans le dossier, la structuration de la gouvernance, c'est-à-dire du cercle principal, et souvent en fait du cercle principal qui est, pas obligatoirement, mais qui peut être souvent les partenaires qui sont en charge des différents work packages et qui se voient reverser une partie de l'aide apportée. Cette structuration de la gouvernance en termes de pilotage, etc., est très importante. Les partenaires secondaires, en fait, j'allais dire le deuxième cercle étant, comme vient de le dire Philippe, souvent un peu plus à la marge. Mais ils sont néanmoins utiles des fois et différenciants. Oui, et puis il y a même des cas où les partenaires eux-mêmes ne souhaitent pas être dans le consortium, parce que c'est aussi assez exigeant d'être dans un consortium de projets, hein. Il faut s'en occuper, il faut se mêler de la gouvernance et tout ça. Et donc, il y a des cas, on le voit sur d'autres appels, où des partenaires importants ne sont pas intéressés par l'ensemble du projet, mais par un aspect qui a son importance, mais qui est l'aspect qui mobilise le partenariat en question. Et donc, du coup, le partenaire ne souhaite pas particulièrement être dans le consortium, et c'est un montage un peu ad hoc qui est proposé à la fois par l'établissement porteur et le partenaire. Alors, il y a une question de l'université Gustave Eiffel, là, peut-être François ou Isabelle. C'est quoi la question? Nous sommes une université nationale ayant fusionné avec un ONR, l'IFSTAR pour ne pas le nommer. Devons-nous inclure quand même un autre ONR? Bah, vous êtes ONR, hein. Donc on verra, on précisera dans la FAQ, mais vous avez, il me semble que l'université a le statut d'ONR, non? Sur Gustave Eiffel, Non, peut-être pas. oui, ça sera à repréciser, on prend le Ouais. point, je pense que ça fait partie des questions que... En tout cas, l'USTAR était considéré comme un ONR, donc Oui, c'est un ONR. Si je peux me permettre, il y a une question malgré tout qui peut se poser de cohérence thématique dans la question qui est posée. Pourquoi, Guillaume? Il faut que ce soit cohérent avec le thème qui est choisi, oui, oui, avec la thématique portée par oui, l'établissement. c'est ça. Oui, tu as tout à fait raison. Si vous êtes sur Habitat Mobilité, vous pouvez mobiliser l'IFSTAR. Si vous êtes sur géopolitique ou pratique du sport, vous n'allez pas pouvoir dire on a l'IFSTAR. Merci, Guillaume. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut peut-être arrêter là, on arrive à la fin du webinaire. Donc, juste pour préciser, pour toute question, vous pouvez nous contacter sur la boîte mail de l'appel, voilà, qui est shs-france 2030. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez une dernière intervention, un dernier mot pour les personnes qui ont participé au webinaire. N'hésitez pas. Non, écoutez, peut-être moi, juste vous remercier de votre présence, qui montre, comme le disait Philippe au début, vraiment un très fort intérêt pour l'appel à projet. Voilà, l'ANR se tient à votre disposition pour répondre à toute question. On va publier la FAQ et le règlement financier très rapidement.
Voilà, et puis bon courage à tous dans la constitution des projets. Et voilà, on se réjouit d'avance de ce qu'on verra émerger. On n'en doute pas, de très stimulant, de très enthousiasmant. Merci beaucoup. Bon courage et bon travail. Au revoir. Merci. Oui, merci à toutes et tous et on est à votre disposition, hein. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Au revoir.